Emmanuel Macron se dit très fier de son bilan sur l'Afrique. Alors permettez-moi de faire un rapide tour de table, vraiment en quelques mots. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous partagez cette appréciation du président français? On commence avec vous, Antoine Glaser. On a vu un Emmanuel Macron toujours droit dans ses bottes, comme on dit, super fier de lui, mais encore plus que d'habitude, on sent vraiment qu'il ne supporte plus aucune critique, en particulier sur toute la période sahélienne, même si il a mis quand même, il y a eu 2-3 choses où il a considéré que finalement, sans doute que la France n'a pas été suffisamment exigeante avec les présidents africains, mais sinon c'est vraiment un Emmanuel Macron en super forme. Francis Taloupo. Oui, alors on a entendu un président fier de son bilan, comme il a dit lui-même, et surtout enthousiaste, parce qu'il semble que l'environnement kenyan en rajoute beaucoup, contribue beaucoup à cet enthousiasme présidentiel. Et on a eu un président qui disait il y a 9 ans qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France, et qui a été entre-temps rattrapé évidemment par des facteurs exogènes et politiques qui l'ont rappelé que la politique africaine, en tout cas les relations entre la France et l'Afrique, ne pouvaient pas exclure tous les paramètres politiques. Et finalement, un sommet placé sous le signe de l'économie, une autre manière peut-être de faire de la politique, et peut-être une autre manière aussi pour la France de paramétrer ou de planifier son influence sur le continent. Pierre Jacquemot, en tant qu'ancien ambassadeur français, vous avez servi donc dans plusieurs capitales africaines. Ce discours présidentiel ce soir, comment est-ce que vous l'avez reçu, perçu? Écoutez, qu'un chef d'État soit satisfait de ce qu'il a fait, c'est assez courant, c'est assez fréquent, c'est pas typique d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce que je peux observer, c'est de l'interview de tout à l'heure, c'est qu'il est compétent sur un certain nombre de dossiers, y compris sur le Soudan, qui n'est pas un dossier particulièrement dans lequel la France est impliquée. Enfin, il a étudié, il a lu, il a écouté. Moi, ça m'impressionne relativement à d'autres chefs d'État. Et lorsqu'il se dit fier de son bilan africain, vous partagez son analyse? Non, il y a des choses qui ont réussi. C'est vrai qu'il avait démarré très fort avec le fameux discours de Ouagadougou, où il avait annoncé une sortie, plus de politique africaine de la France, mais un certain nombre d'initiatives. Et donc, effectivement, inévitablement, il peut y avoir des déceptions en cours de route, surtout qu'il y a des facteurs exogènes qu'on a évoqués, qu'on peut reprendre tout à l'heure. Et on y reviendra tout au long de cette édition. Qui viennent perturber en quelque sorte un projet. Mais il y a quand même un certain nombre d'acquis. Il a pas tort d'avoir été celui qui a reconnu que la colonisation était un crime contre l'humanité, d'avoir organisé la restitution d'un certain nombre d'avoir travaillé sur le mémoriel et d'avoir reconnu qu'il était important de restituer aux pays africains des objets qui avaient été volés pendant la colonisation. Ne serait-ce que ça, c'est assez nouveau et c'est à mettre à son crédit en tout cas. Enfin, Martial Zebelinga, cette satisfaction d'Emmanuel Macron ce soir, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je me placerai plutôt du côté des Africains, parce que si on parle d'une politique africaine de la France, il faudrait se demander comment les Africains l'ont perçu, eux. Je pense que fondamentalement, entre les espérances que les Africains se font et la réalité qu'ils vivent, que ce soit dans leur relation avec la France ou de façon plus générale, il y a encore beaucoup de travail. Et le travail, de toute façon, sera fait par les Africains. Je crois qu'on est dans un tournant décolonial, un tournant africain. L'Europe fera ce qu'elle fera, le président français fera ce qu'il fera, mais je crois que l'essentiel sera fait par les Africains et les diasporas africaines. Ileana Santos, vous êtes avec nous pour la voix de la société civile et de la jeunesse africaine. Comment avez-vous reçu cette satisfaction du président français en ce qui concerne ces presque 10 ans, en ce qui concerne son bilan en Afrique? Déjà, moi, bonjour à tous. Moi, je suis à Nairobi en ce moment, donc j'ai fait les 2 jours de sommet. Je peux vous dire que depuis 9 ans, en tout cas, il y a eu des impulsions. On ne peut pas se cacher, et puis ça dépend d'où on parle. C'est sûr que quand on parle de point de vue africain, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on se place d'un point de vue français, c'est vrai qu'il y a eu des impulsions. Je pense notamment au Conseil présidentiel pour l'Afrique, à tout le travail qui a été fait sur les diasporas et l'ensemble des dispositifs qui ont pu exister pour les entrepreneurs. Est-ce que c'est à la hauteur des besoins des communautés respectives? La réponse
réponse est non. Est-ce que ça a le mérite d'exister? La réponse est oui. Et donc la question qui se pose, c'est pour les quelques 1 an qui restent, qu'est-ce qu'on arrive à consolider et quels sont les acquis qu'on va avoir concrètement? Et donc voilà, à Nairobi, les avis sont assez mitigés, hein, pour rien vous cacher. Il y a ceux qui effectivement partagent ce bilan, cet enthousiasme, et il y a ceux qui effectivement ont des doutes sur l'ensemble des livrables qui ont été produits. Voilà, il y a quand même les deux sons de cloche, mais ça a le mérite d'avoir existé. Nous allons revenir en longueur sur ce discours, cette interview du président Macron à Nairobi au Kenya, en clôture donc du sommet Africa Forward, qui se tenait pour la première fois en terre anglophone. Je vous propose d'ailleurs de retourner à Nairobi, la capitale du Kenya, où l'on retrouve Nydia Palliakara, qui a participé à cette interview présidentielle. Elle a également vécu la clôture du sommet Africa Forward de l'intérieur. Nydia, bonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. On vous imagine encore dans l'effervescence de cette journée. Dites-nous, quelle est l'atmosphère à Nairobi après la clôture du sommet et surtout cette grande interview d'Emmanuel Macron, vous qui étiez face au président, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la parole présidentielle ? L'interview est ainsi venue clore ces 2 jours de sommet. Cet après-midi, les rencontres bilatérales se sont enchaînées avec notamment les présidents tchadiens, Mahamat Idriss Déby, et le Guinéen, Mamadi Doumbouya. Lors d'une conférence de presse, il a rappelé qu'il voulait un représentant africain au G7 qu'il préside cette année, car le continent, dit-il, est touché par les crises mondiales, Ukraine, détroit d'Ormuz bloqué. Il a également plaidé pour la transformation des minerais sur le continent pour contrer, je cite, les prédateurs du 21e siècle. Très complice, le président kenyan William Ruto a lui déclaré que nous nous laisserons plus exploiter, nous n'allons plus être l'esclave de qui que ce soit et nous ne devons pas blâmer les autres pour nos propres problèmes. Ce soir, dernière rencontre bilatérale avec notamment prévu le président William Ruto ou encore le président congolais Tshisekedi, avant un concert prévu notamment avec Youssou N'Dour, VG Dream et Yemi Alade, et en l'absence de Fally Ipupa qui serait malade. Le chef de l'État doit reprendre demain matin l'avion pour Addis Abeba. Voilà, on remercie Nydia Palliakara et toutes nos équipes sur place qui nous ont fait vivre donc ce sommet Africa Forward. Je vous propose d'ailleurs de faire un point sur cette 2e journée et dernière journée du sommet. Que faut-il en retenir? Réponse avec Thibaut Gross, Cyril Ben-Simon et Véronique Pérez. Sous les applaudissements, Emmanuel Macron et William Ruto clôturent le sommet Afrique-France devant la trentaine de chefs d'État présents. C'est le continent le plus jeune du monde. C'est le continent à la plus forte croissance du monde. Donc c'est un continent qui fait que quiconque l'ignore aujourd'hui se trompe et renonce à son propre avenir. L'Afrique est là, présente. Au lendemain des 23 milliards d'euros d'investissement annoncés, la journée a pris une tournure plus politique. William Ruto, le président du Kenya, souhaite que l'Afrique pèse davantage dans les institutions internationales, un avis partagé par le secrétaire général de l'ONU. Il est à la fois inadmissible et inconcevable qu'un continent de près de 1,5 milliard d'habitants continue d'être exclu d'une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Soyons honnêtes sur ce qui fait obstacle à l'Afrique. Un système mondial conçu sans elle et qui continue en grande partie de fonctionner sans elle, perpétuant des injustices vieilles de plusieurs siècles. Un sommet qui acte un rapprochement avec la France malgré plusieurs absents. Sans surprise, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et certains pays présents, à l'image de Madagascar, conservent des rapports tendus avec Paris. Mais la relation est intacte. En tout cas, moi, je suis satisfait de la relation entre Paris et Madagascar. Il y a eu quelques difficultés ces derniers temps. Oui, c'est normal. C'est la relation bilatérale. Il y a toujours des difficultés. Emmanuel Macron et William Ruto se retrouveront au G7 à Évian, en France, mi-juin. L'Afrique espère y obtenir une simplification de l'accès au crédit pour les pays du continent. Thank you very much.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir en ce qui concerne la deuxième et dernière journée du sommet Africa Forward qui se tenait à Nairobi au Kenya. Je vous propose désormais de revenir plus longuement sur la parole présidentielle. Emmanuel Macron nous a accordé une interview que vous avez pu suivre sur les antennes de TV5 Monde. Francis Laloupo, vous qui suivez depuis des décennies cette relation franco-africaine, est-ce que vous avez entendu ce que vous avez entendu ce soir dans la bouche d'Emmanuel Macron? C'est quoi selon vous? C'est du neuf ou du déjà vu avec un nouvel habillage? Non, non, il y a quelque chose de neuf quand même dans ce discours, parce qu'il faut dire que cette politique africaine de la France a connu quand même quelques étapes et beaucoup d'interrogations au cours des 20 dernières années. Vous savez, depuis 20 ans, on parle de nécessité de rupture avec les mauvaises pratiques, disait-on, de la France-Afrique. On est passé évidemment par des étapes où cette rupture se faisait attendre. Enfin, on a vu évidemment Nicolas Sarkozy qui, à son époque, a également évoqué la rupture. François Hollande également s'est inscrit dans cette nécessité, dans cette logique. Et Emmanuel Macron, je veux dire, a mis au cœur de cette politique, en tout cas de ce protocole relationnel avec l'Afrique, la notion de refondation. Aujourd'hui, il parle de renouvellement de cette relation avec l'Afrique ou de réinvention de cette relation. Et selon vous, est-ce que c'est sur la bonne voie? Je pense qu'il y a, en fait, je ne sais pas si on est sur la bonne voie, parce que là, évidemment, on est à la fin d'un sommet qui s'est déroulé dans un format inédit, particulier, sous les signes du commerce, et dans un pays anglophone pour la première fois. On a le bilan d'un président qui est en train qui vient d'organiser son dernier sommet France-Afrique et qui est en fin de mandat, évidemment. La question est de savoir quelle sera si tout ce qui a été décidé pendant ce sommet, tout ce qui a été évoqué pendant ce sommet, ou en tout cas tout ce qui a été au cœur de ce sommet, va pouvoir être inscrit dans la durée. Martial Zebellinga, en ce qui concerne ce sommet, 23 milliards d'euros ont été annoncés. Selon vous, est-ce que ces promesses d'investissement sont à la hauteur de la situation? Alors, moi, je vais être un peu en décalage par rapport à ce que j'entends et ce qui se dit. D'abord, j'insiste pour dire une chose, c'est que la plupart des thèmes et des thématiques qu'on met dans la refondation sont des thématiques africaines. C'est-à-dire que la question mémorielle a été poussée par les chercheurs africains, les militants africains, etc. La question du franc CFA a été poussée d'abord par les intellectuels, par les économistes, les chercheurs, les politiques. Et donc, quand on voit bien le contenu qu'il y a derrière tous ces aspects, la question d'ailleurs de la présence militaire également, a été mise en avant depuis la période des indépendances, en fait, il faut le savoir. Les Africains, la première rencontre des Africains au Ghana, des pays indépendants en 1958, disait déjà que les Africains ne veulent plus des armées étrangères, surtout anciennement coloniales. Ce que je voudrais ici dire, c'est que ce que vous présentez ou ce qui est présenté dans un narratif un petit peu problématique comme étant une refondation, en fait, réellement, on reprend les items qui ont été développés, poussés depuis au moins un demi-siècle par les panafricanistes, et puis par les Africains, j'ai envie de dire, c'est une poussée par le bas, les intellectuels, les chercheurs, etc. etc. Donc, il ne faudrait peut-être pas qu'on se trompe sur ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, à mon sens, c'est effectivement une question de narratif. Si vous prenez l'économie, on va dire, des grands sommets, on va dire les grandes annonces qui ont été faites. Les annonces ont été faites sur l'environnement. On a promis aux Africains 100 milliards par an, etc. etc. C'est toujours très compliqué à retrouver les 100 milliards par an. On a promis, les pays de l'OCDE ont dit on va déposer 0,7% du revenu national brut chaque année, on va le mettre en aide au développement. Il y a 3 ou 4 pays qui sont des pays nordiques qui y arrivent, la plupart n'y arrivent pas. Donc si vous ne prenez que les sommets, vous vous rendez compte que les sommets sont quand même un exercice très narratif, c'est souvent un récit qui est donné, c'est quelque chose de très symbolique, mais on ne le retrouve pas forcément dans les faits. Et les grandes dynamiques, ce sont des dynamiques de transformation, des dynamiques démographiques, des dynamiques structurelles qui, elles, vont réellement encadrer les évolutions et les politiques courantes. Pierre Jacquemot, en écoutant Emmanuel Macron ce soir, est-ce que vous avez perçu d'une certaine manière un changement de doctrine ou des ajustements tactiques dictés par l'urgence et les crises que traverse le continent? Je suis d'accord avec mes deux collègues. Il y a une continuité dans la politique
de la France envers l'Afrique. Moi, je la connais depuis Jacques Chirac. Je me rends compte qu'il y a, y compris dans le choix de la zone anglophone, les 3 précédents présidents ont été en Afrique du Sud. Hein. Je veux dire, il y avait déjà cette ouverture. Bon. Il y a une certaine continuité et dans le même temps, il y a eu des bousculements de cette doctrine par le panafricanisme ou la montée des revendications souverainistes qui peuvent se passer ici ou là, ou par d'autres événements de fond, comme des dynamiques structurelles, comme celles liées à des remises en cause des dispositifs démocratiques qui avaient été plus ou moins absorbés à partir des années 90, que ce soit des coups d'État ou des modifications de l'arsenal constitutionnel qui permet aujourd'hui à des vieux chefs d'État de rester. Bon. Donc il y a tout ce bousculement de ces événements qui sont liés à des dynamiques endogènes à l'Afrique et qu'un président étranger, quel qu'il soit, doit absorber, doit essayer de comprendre et amender sa doctrine au fur et à mesure que ça reste. Il n'en reste pas moins qu'il termine son mandat, c'est sa dernière grande prise de parole sur les questions africaines, même s'il prévoit un voyage ici ou là, en particulier au Sénégal. Il n'en demeure pas moins qu'il met l'accent aujourd'hui sur les questions économiques et les questions commerciales, épousant un peu l'air du temps, parce qu'il n'est pas le seul à faire du deal ou à proposer des deals, fussent-ils sur des montants très, très importants, 14 milliards pour les investissements français sur les 23. Donc il y a un léger affléchissement. La question est de savoir, et je terminerai là-dessus pour essayer de vous répondre, c'est est-ce que cette pression qu'il met sur le secteur économique, l'investissement étranger, l'investissement direct des entreprises françaises est la résultante d'une baisse des concours publics, ou est-ce que c'est l'inverse? En d'autres termes, on ne parle plus d'APD. C'est fini. C'est un concept qui est mort. D'ailleurs, c'est ce que disaient en concert Emmanuel Macron et William Ruto lors de ce sommet. Ils veulent davantage d'investissement et on finira avec l'aide. D'accord, mais on finit avec l'aide parce qu'il n'y a plus de crédit en France. Alors qu'il y a des besoins en Afrique qui restent cruciaux, qui sont fondamentaux. Je pense au secteur de l'éducation, je pense au secteur de la santé, je pense à la lutte contre la malnutrition, le climat, etc., qui ne peuvent pas être couverts avec les financements qui ont été annoncés parce que ça ne relève pas d'une dynamique du secteur privé. Alors j'aimerais qu'on entende Ileana Santos. Ileana, est-ce que le discours d'Emmanuel Macron tel qu'il a été formulé ce soir à Nairobi est de nature à convaincre les Africains que quelque chose est véritablement en train de changer en ce qui concerne la relation entre la France et les pays africains? Je pense que côté continent africain, on demandait un sommet concret sur des thématiques concrètes. Et c'est pour ça que moi, je salue que les thématiques soient la santé, que ce soit lié à le numérique, que ce soit l'agriculture. Au fond, pour moi, c'est l'aboutissement aussi de plusieurs sommets précédents. En fait, c'est ce qu'on voit. Et donc, ça permet d'avoir des annonces qui sont concrètes. Quand je prends, par exemple, le One Health Summit, quelque part, c'est le travail qui a commencé avec le Ghana qui va se poursuivre. Et donc, on est dans quelque chose de concret. Et je trouve que pour chaque thématique, il y a eu des livrables qu'on va pouvoir suivre. Et quelqu'un disait sur le plateau très justement, maintenant que les annonces ont été faites, puis de la capacité à les suivre et que ça produise des résultats. Après, là où je me pose des questions, c'est que pour certains projets, ils existent déjà en réalité. Et donc, il faudra voir à la marge qu'est-ce qui ressort de nouveau vraiment de ce sommet et qui ne soit pas uniquement du packaging, pour m'exprimer ainsi, de ce qui existe depuis déjà 1 an, 2 ans auprès de l'ensemble des opérateurs de la France. C'est ça que je pense qu'il va falloir être très vigilant là-dessus et pouvoir distinguer très rapidement dans ce qui est proposé. Mais d'une façon générale, on a demandé du concret. Moi, on a demandé au président de ne pas être donneur de leçons, d'être plutôt dans l'écoute. Je pense que pour le coup, il a joué le jeu et moi, je salue ça. Alors, on va revenir très longuement sur les annonces, notamment ces 23 milliards qui ont été annoncés à Nairobi. Mais juste avant, Antoine Glaser, ce sommet se tient pour la première fois dans un pays anglophone, le Kenya. Est-ce un signal que la France cherche à élargir son influence au-delà du fameux précaré francophone? Oui, je veux dire, bon, ça c'est une évidence à partir du moment où la France a vécu avec une rente politique, avec en particulier pour ses entreprises, des indépendances de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, où elle contrôlait les marchés
à 50-60%. L'Afrique est totalement mondialisée. Vous avez vraiment les chefs d'État ont le monde entier dans leur salle d'attente. Et franchement, le fait que la part de la France diminue, c'est tout à fait normal. On vivait un anachronisme historique à une certaine période. Mais ce que je retiens quand même, ce qu'il faut quand même retenir, parce que ce qui lie encore la France à l'Afrique, c'est quand même la monnaie. Et c'est vrai que dans cette interview du président ce soir, on a, à mon avis, peu de gens ont relevé, mais à un moment donné, il a dit il avait confié à Jean-Michel Severino, l'ancien patron de l'Agence française de développement, d'avancer sur l'histoire du franc CFA. Et comme le dernier voyage du président va sans doute être en fin d'année, peut-être en novembre, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et sans doute au Sénégal, je pense que si on peut en parler, peut-être que c'est encore un peu confidentiel, mais si, imaginons que le président, avant de finir son mandat, arrive à avancer sur l'histoire du franc CFA, ça serait quand même quelque chose pour moi de vraiment totalement novateur. Alors là, ça serait vraiment quelque chose d'important. Et encore une fois, compte tenu des relations que le président Macron a avec le président Tinubu du Nigeria, il y a peut-être des possibilités d'avancer sur cette histoire de franc CFA, qui est quand même le domaine, évidemment, quand on est au Kenya, on passe l'ardoise magique sur ce qui tient encore entre les relations entre la France et l'Afrique. C'est pour ça que c'est extrêmement important, même si Emmanuel Macron dit « moi j'ai fait ma part, c'est au chef d'État de tout faire maintenant », mais il n'empêche qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais le franc CFA par rapport à l'euro, c'est quand même toujours le trésor français, c'est le fil rouge du trésor français qui décide.